Un millionnaire rencontre une mendiante avec des jumelles et reste sous le choc. C'était son premier amour, maintenant en train de lutter pour survivre. Les secrets du passé refont surface et changent tout en un instant. Le destin les a réunis, mais était-il déjà trop tard? L'hiver à Paris pouvait être impitoyable, surtout pour ceux qui se retrouvaient du mauvais côté de la fortune. Le vent mordant de décembre s'engouffrait dans les canyons de béton de la capitale, faisant rouler les gobelets en papier sur les trottoirs et poussant les piétons à s'enfoncer plus profondément dans leurs manteaux coûteux. Parmi eux marchait Alexandre Moreau, ses chaussures en cuir italien claquant avec détermination contre le pavé, alors qu'il se dirigeait vers sa prochaine réunion. À 42 ans, Alexandre avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Sa société d'investissement, Moreau Capital, occupait 3 étages d'un gratte-ciel étincelant dans le quartier de la Défense. Son appartement avec vue sur la tour Eiffel trônait au sommet d'un immeuble haussmannien, et son visage ornait régulièrement les couvertures des magazines économiques. Pourtant, malgré tout son succès, il vivait dans un isolement qu'il s'imposait, évitant les attaches émotionnelles avec la même précision qu'il appliquait à ses transactions commerciales. « Monsieur Moreau, votre rendez-vous de 10 heures a appelé pour reporter », la voix de son assistante grésilla dans ses AirPods. « Il demande plutôt demain matin. » « Très bien, répondit-il sèchement, consultant sa montre. L'annulation lui laissait un créneau inattendu dans son emploi du temps, une rareté dont il ne savait pas trop quoi faire. Plutôt que de retourner à son bureau, il décida de marcher quelques pâtés de maisons supplémentaires, s'accordant le luxe d'une errance sans but qu'il se refusait habituellement. Alors qu'il tournait dans une rue moins fréquentée, quelque chose attira son attention. Un petit groupe de personnes s'était rassemblé près d'une devanture, leurs expressions mêlant inquiétude et malaise. Normalement, Alexandre serait passé sans un second regard. Paris regorgeait de scènes qu'il valait mieux ignorer. Mais aujourd'hui, quelque chose le fit ralentir. À travers la petite foule, il aperçut une femme assise sur un morceau de carton, ses vêtements usés mais propres, sa posture témoignant d'une dignité malgré sa situation. À côté d'elle, 2 petites filles, identiques jusqu'à leurs boucles assorties, jouaient avec un animal en peluche élimé. La scène aurait été assez émouvante en soi, mais ce qui fit s'arrêter le cœur d'Alexandre, ce fut le visage de la femme. Même à travers les années et les épreuves gravées sur ses traits, il la reconnut immédiatement. Sophie Mercier, son premier amour, la fille qui lui avait appris à rire, qui lui avait montré que la vie était plus que des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires. La même Sophie qui avait disparu de sa vie 15 ans auparavant sans explication. Ses pieds le portèrent en avant que son esprit ne puisse traiter ce qu'il faisait. La foule s'écarta inconsciemment, réagissant à son costume coûteux et à sa présence imposante. De près, la réalité de sa situation devenait encore plus évidente. Ses mains, autrefois douces et artistiques, étaient rugueuses et rougies. Ses cheveux, qui brillaient jadis comme de l'acajou poli, étaient ternes et striés de gris prématuré. Les jumelles levèrent les yeux à son approche, leurs yeux bruns identiques, curieux et sans peur. Elles ne devaient pas avoir plus de 3-15, et malgré leur situation, elles semblaient bien soignées, leurs visages propres et leurs vêtements, bien que manifestement d'occasion, nets et chauds. « Sophie ?» Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure, mais sa réaction fut immédiate. Sa tête se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance avant de se baisser rapidement vers le sol. Une rougeur de honte colora ses joues. « Alex !» souffla-t-elle, sa voix rauque mais portant toujours la qualité musicale dont il se souvenait. « S'il te plaît, pars !» Mais Alexandre ne pouvait pas bouger. 15 ans de murs soigneusement construits s'effondraient autour de lui alors que les souvenirs affluaient. Sophie lui apprenant à peindre dans son minuscule studio, la façon dont elle plissait son nez quand elle riait, les rêves qu'ils avaient partagés de changer le monde avant que la vie ne les emmène dans des directions radicalement différentes. « Maman !» Une des jumelles tira sur la manche de Sophie. « Qui c'est ?» Sophie attira les 2 filles plus près d'elle, protectrice malgré son épuisement évident. « Personne, ma chérie, juste quelqu'un que maman connaissait avant. » Le rejet. Piqua, mais Alexandre en comprit la source. Il avait arpenté ces rues assez longtemps pour reconnaître la fierté quand il la voyait, le genre qui faisait tenir les gens quand ils n'avaient plus rien d'autre. Mais il reconnut aussi autre chose dans les yeux de Sophie, la peur. Pato
de lui, mais de quelque chose ou quelqu'un d'autre. « Sophie, laisse-moi t'aider. » Il garda sa voix basse, conscient des badauds qui s'attardaient. « Quoi qu'il se soit passé, quoi que tu fuis, laisse-moi t'aider. » Elle secoua la tête, mais il pouvait voir le conflit dans son expression. Une des jumelles toussa un son rauque qui sembla ébranler quelque chose dans la détermination de Sophie. Elle regarda ses filles, puis Alexandre, et il vit le moment où sa fierté céda à la nécessité maternelle. « Les filles, dit-elle doucement, elles ont besoin de plus que ce que je peux leur donner en ce moment. » Alexandre sortit son téléphone, déjà en train d'envoyer un message à son assistante pour annuler ses rendez-vous pour le reste de la journée. « Laisse-moi vous emmener quelque part au chaud, proposa-t-il. On pourra parler, sans engagement. » Sophie hésita un long moment, ses bras toujours enroulés de manière protectrice autour de ses filles. Finalement, elle hocha la tête, une seule fois, et Alexandre sentit quelque chose changer dans l'univers, comme si le destin lui-même avait attendu ce moment, cette décision, cette chance de réparer de vieilles erreurs et de forger de nouveaux commencements. Le trajet jusqu'au penthouse d'Alexandre fut silencieux, brisé seulement par les questions occasionnelles chuchotées des jumelles, Emma et Olivia, alors qu'elles pressaient leurs visages contre les vitres teintées de la limousine. Sophie était assise rigidement, ses mains serrées sur ses genoux, l'air de pouvoir s'enfuir à tout moment malgré la chaleur des sièges en cuir chauffant. Alexandre l'observait du coin de l'œil, notant comment elle tressaillait légèrement à chaque mouvement brusque. La Sophie qu'il avait connue à l'université était vibrante et sans peur, toujours la première à rire, à danser, à rêver. Cette Sophie semblait une ombre, portant des poids invisibles qui courbaient ses épaules et assombrissaient ses yeux. Quand ils arrivèrent à son immeuble, le sourire poli du portier ne vacilla que légèrement à la vue de Sophie et des jumelles, témoignage de sa formation professionnelle. Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse fut tendu, Sophie se positionnant entre ses filles et Alexandre, malgré sa distance prudente. « Bienvenue chez moi », dit Alexandre, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient directement dans son appartement. Les jumelles haltèrent à l'unisson à la vue des fenêtres, allant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon parisienne, leur timidité précédente oubliée, alors qu'elles pressaient leurs petites mains contre la vitre. « Les filles !» appela Sophie d'un ton sec, sa voix tendue par l'anxiété. « Éloignez-vous de là. » « Elle ne risque rien, » assura Alexandre. « Le verre est totalement sécurisé. Voulez-vous boire quelque chose? De l'eau? Du café? Je peux. Demandez à ma gouvernante de préparer quelque chose pour les filles. » Sophie secoua la tête. « Nous ne devrions pas rester longtemps. C'était une erreur. Maman, regarde. Emma, où était-ce Olivia ?» s'exclama, pointant du doigt un rouge-gorge qui s'était posé sur la terrasse. Sa sœur applaudit de joie, et pendant un moment, le visage de Sophie s'adoucit avec un aperçu de son ancien sourire. Alexandre saisit l'opportunité. « Les filles semblent fatiguées. Laissez-les se reposer un peu, au moins. J'ai une chambre d'amis, plusieurs en fait. Vous pourriez toutes prendre une douche, vous réchauffer, sans obligation. » La résistance de Sophie vacilla alors qu'elle regardait ses filles, qui bâillaient maintenant malgré leur excitation. « Une douche serait agréable, » admit-elle à contre-cœur. Une heure plus tard, les jumelles dormaient dans une des chambres d'amis propres et vêtues de nouveaux pyjamas que l'assistante d'Alexandre avait réussi à se procurer en un temps record. Sophie émergea de sa propre douche, ressemblant à la fois plus et moins à elle-même, plus à la fille qu'il avait connue, avec ses cheveux sombres tombant en vagues humides autour de son visage, mais moins sûre, enveloppée dans des vêtements empruntés qui soulignaient sa vulnérabilité. « Elle te ressemble », dit doucement Alexandre, faisant un signe de tête vers la chambre où dormirent les filles. Surtout quand elle sourit. La main de Sophie trembla alors qu'elle acceptait la tasse de thé qu'il lui offrait. « Alex, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais tu ne me dois rien. Nous ne pouvons pas rester ici. »« Pourquoi pas ?» Il garda sa voix douce, non confrontationnelle. « De quoi as-tu peur, Sophie ?» Elle posa la tasse avec assez de force pour que le thé déborde sur le bord. « Je n'ai pas peur, je suis réaliste. Tu ne peux pas simplement débarquer et tout arranger avec ton argent. La vie ne fonctionne pas comme ça. »« Alors dis-moi comment ça fonctionne, » répliqua-t-il. « Dis-moi comment ça a du sens que toi et ces magnifiques petites filles soyez dans la rue alors que j'ai tout cet espace vide. » Les yeux de Sophie brillèrent d'une étincelle de son ancien feu.
Tu veux savoir comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Comme ça. Une fille rencontre un garçon. La fille pense que le garçon est différent de tous les autres riches garçons avec leurs fonds fiduciaires et leurs promesses. La fille est assez stupide pour croire le garçon quand il dit qu'il prendra toujours soin d'elle. Puis la fille tombe enceinte et soudain, le garçon n'est plus si différent après tout. Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Le père des jumelles n'est pas dans le tableau, coupa Sophie, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir à ce sujet. Et ta famille, tes parents? Le rire de Sophie était amer. Papa est décédé il y a des années. Maman, elle a ses propres problèmes. Elle peut à peine prendre soin d'elle-même, encore moins aider avec des petites filles jumelles. Alexandre regarda Sophie arpenter la longueur de son salon, ses chaussettes empruntées silencieuses sur le parquet. Elle ressemblait à un animal en cage, belle et désespérée et dangereuse dans son besoin de protéger ses petits. « J'ai une proposition, dit-il prudemment. Restez ici pendant une semaine, juste une semaine. Laissez les filles se reposer. Reposez-vous vous-même. Donnez-moi une chance de vous aider à reprendre pied, un travail, un appartement, tout ce dont vous avez besoin. » Et ensuite quoi? Sophie s'arrêta de marcher pour le regarder directement. « Qu'est-ce que tu en retires ?» La question le piqua, mais Alexandre l'a compris. Le monde avait appris à Sophie de dures leçons sur le prix de la gentillesse. Peut-être que je suis fatigué de tourner en rond dans cet endroit tout seul. Peut-être que j'aimerais avoir la chance de réparer les erreurs passées, les miennes, et celles des autres. Ou peut-être que je veux simplement aider une vieille amie qui m'a autrefois aidé à me souvenir comment vivre. L'expression de Sophie s'adoucit légèrement, et Alexandre vit une lueur d'incertitude remplacer sa colère défensive. Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix appela depuis le couloir. « Maman ?» Une des jumelles, Olivia, pensa Alexandre, notant le petit grain de beauté près de son oreille gauche, se tenait dans l'embrasure, serrant son animal en peluche. « J'ai fait un mauvais rêve. » Sophie se déplaça immédiatement pour prendre sa fille dans ses bras, et Alexandre regarda comment elle se transformait, tout son corps s'adoucissant alors qu'elle murmurait des paroles réconfortantes à l'enfant. Par-dessus la tête de sa fille, elle rencontra les yeux d'Alexandre. « Une semaine, dit-elle finalement, mais on fait ça à ma façon. Pas de charité, pas de grands gestes. Et si à un moment je dis que nous devons partir, vous partez, accepta Alexandre, sans poser de questions. Alors qu'il regardait Sophie ramener Olivia au lit, Alexandre sentit quelque chose changer en lui, une fissure dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur depuis la perte de sa mère. Il ne savait pas quel mystère et défi la semaine à venir apporterait, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement éveillé aux possibilités de la vie. Les premiers rayons du soleil matinal filtraient à travers les fenêtres du penthouse, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. Alexandre était assis dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur portable sans vraiment le voir. Les événements de la veille semblaient presque oniriques, mais les sons de petits pieds pataugeant dans le couloir et des rires étouffés lui rappelaient que tout était bien réel. Son assistante, Jeanne, apparut dans l'encadrement de la porte avec sa livraison habituelle de café matinal et une expression inhabituelle d'inquiétude. « Monsieur Moreau, j'ai reporté vos rendez-vous pour les prochains jours, mais le conseil d'administration pose des questions sur votre absence soudaine. Dites-leur que je gère une affaire personnelle, répondit-il, acceptant le café. Et Jeanne, j'ai besoin que vous arrangiez autre chose. Trouvez le meilleur pédiatre de la ville. La discrétion est essentielle. » Les jumelles avaient toussé toute la nuit. Rien de grave, mais suffisamment pour déclencher son inquiétude. Il les avait entendues à travers les murs, suivies par la douce voix de Sophie chantant ce qui ressemblait à des berceuses en espagnol. C'était un côté d'elle qu'il n'avait jamais connu, cette farouche dévotion maternelle enveloppée dans des moments de tendresse. « C'est déjà fait, monsieur, » répondit Jeanne, faisant glisser une carte de visite sur son bureau. « Docteur Elise Chen, elle est spécialisée en pédiatrie et a de l'expérience avec des clients de haut profil. Elle peut voir les filles cet après-midi. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant une fois de plus pour l'efficacité de Jeanne. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle hésita. « Monsieur, la vérification des antécédents que vous avez demandé sur Madame Mercier, il y a quelques irrégularités. » Sa tête se releva brusquement. « Quel genre d'irrégularité ? Il y a un trou dans ses dossiers. Il y a environ 4 ans, elle a simplement disparu.
Pas de transaction par carte de crédit, pas de contrat. De location, rien. Puis elle est réapparue à Paris il y a 8 mois. Avant qu'Alexandre ne puisse traiter cette information, un cri résonna dans l'appartement. Il était sur ses pieds instantanément, se précipitant vers le son. Il trouva Sophie dans la salle de bain de la chambre d'amis, agrippant le lavabo avec des jointures blanches, fixant son reflet avec horreur. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se retourna, essayant de cacher quelque chose derrière son dos, mais il aperçut une ecchymose violette sur son omoplate dans le reflet du miroir. « Ce n'est rien, dit-elle rapidement. J'ai glissé. » Le mensonge flotta lourdement dans l'air entre eux. Alexandre avait vu suffisamment de cas d'abus dans son travail de fondation caritative pour reconnaître les signes. L'ecchymose était ancienne, jaunissant sur les bords, définitivement pas d'une chute récente. « Les filles, dit-il prudemment, elles ont mentionné quelqu'un la nuit dernière, dans leur sommeil. Elles l'appelaient l'homme en colère. » Le visage de Sophie se vida de sa couleur. « Tu ne comprends pas, chuchota-t-elle. Il a des relations, il pourrait me les enlever. »« Qui, Sophie? De qui fuis-tu » Mais elle secoua violemment la tête, le poussant. « Je n'aurais pas dû te dire. Ça, nous devons partir maintenant. »« Maman » Emma apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux de sommeil. « J'ai faim. » La transformation fut immédiate. Sophie força un sourire, sa voix stable, alors qu'elle s'adressait à sa fille. « Bien sûr, ma chérie. Allons trouver ta sœur et prendre le petit déjeuner. » Alexandre les regarda se diriger vers la cuisine, son esprit tournant à toute allure. La Sophie qu'il avait connue à l'université était forte et indépendante. Quoique, ou qui que ce soit qui l'avait réduite à cet état de peur constante, devait être puissant en effet. Dans la cuisine, il trouva les jumelles perchées sur des tabourets de bar, regardant avec fascination son chef personnel, Marc, préparer des pancakes en forme de Mickey Mouse. Sophie se tenait à proximité, les bras enroulés autour d'elle-même, l'air à la fois reconnaissante de l'aide et terrifiée de l'accepter. « Les filles ont rendez-vous chez le médecin cet après-midi », annonça Alexandre avec désinvolture, se versant plus de café. La tête de Sophie se releva brusquement. « Non, absolument pas. »« Elles sont malades, Sophie. Je peux les entendre. Tousser la nuit. Nous ne pouvons pas, il y aurait des dossiers. Il pourrait trouver... » Le docteur Chen est très discrète, interrompit doucement Alexandre. Pas de dossiers électroniques, pas de demande d'assurance, juste s'assurer que les fils sont en bonne santé. La résistance de Sophie vacilla alors qu'Olivia se lançait dans une nouvelle quinte de tout. Je ne peux pas payer un médecin privé. Considère ça comme un prêt, proposa Alexandre, bien qu'ils sachent tous les deux qu'ils n'avaient aucune intention de le récupérer. Une partie de la remise sur pied. Il la regarda lutter avec la décision, ses instincts maternels en guerre avec sa peur. Finalement, elle donna un bref hochement de tête, mais ses yeux contenaient un avertissement. Pas de test sans ma permission. Pas de questions sur notre histoire. Et nous utilisons de faux noms. Alexandre accepta, mais son inquiétude s'approfondit. Celui que Sophie fuyait avait des ressources, suffisamment pour lui faire craindre de laisser une trace électronique. Alors qu'il la regardait aider les jumelles avec leur petit déjeuner, il fit un vœu silencieux. Il les protégerait, toutes, les trois, quel qu'en soit le coût. Mais d'abord, il devait comprendre ce à quoi ils étaient confrontés. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message de Jeanne. « Monsieur, il y a plus. Les certificats de naissance des jumelles. Il mentionne le père comme étant Jacques Cartier-Trouet. La famille Cartier... » Le sang d'Alexandre se glaça. Les Cartier étaient de vieilles fortunes, avec des doigts dans tout, de l'immobilier à la politique. S'ils étaient impliqués, la haute peur de Sophie prenait soudainement beaucoup plus de sens. Et la situation venait de devenir infiniment plus compliquée. Le cabinet privé du Dr Chen occupait l'étage supérieur d'une discrète maison de ville du 16e arrondissement. La salle d'attente était vide quand ils arrivèrent, par design, soupçonna Alexandre, étant donné les honoraires astronomiques qu'il avait payés pour une confidentialité totale. Les jumelles, excitées par la perspective d'un trajet en voiture et d'une aventure, avaient babillé toute la matinée à propos des animaux en peluche qu'Alexandre avait commandés pour elles. Chaque fille serrait un nouvel ours en peluche, identique sauf pour leur ruban, rose pour Emma, violet pour Olivia. Sophie avait protesté contre les cadeaux, mais ses objections avaient fondu à la vue de la joie de ses filles.
Madame Dubois, la réceptionniste appela, utilisant l'alias sur lequel il s'était mis d'accord. Le docteur Chen va vous recevoir maintenant. Sophie agrippa le bras d'Alexandre alors qu'il suivait l'infirmière, ses doigts s'enfonçant dans la veste de son costume. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique depuis leur retrouvailles, et il pouvait la sentir trembler. L'examen se déroula sans heurts au début. Le docteur Chen avait une manière douce qui mettait les filles à l'aise, faisant ressembler le check-up à un jeu. Mais quand elle écouta leurs poumons, son expression changea subtilement. « La congestion est importante, dit-elle prudemment, et il y a d'autres préoccupations. Madame Dubois, pourrions-nous parler en privé un moment ?» Le visage de Sophie devint pâle. « Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Alex. » Le docteur Chen hocha la tête, son comportement professionnel inchangé. Les filles montrent les signes d'une condition génétique appelée déficit en alpha-1 antitrypsine. C'est rare mais traitable. Cependant, cela nécessite des médicaments réguliers et un suivi. « Non, » chuchota Sophie. « Non, ce n'est pas possible. Elles ont juste des rhumes. Elles iront mieux. » Sophie, Alexandre se rapprocha, offrant un soutien silencieux. « Écoutons tout ce que le docteur Chen a à dire. » Le médecin continua doucement. « La condition est héréditaire. Est-ce que vous ou leur père avez été testés ?» Le rire de Sophie était creux. Leur père n'est jamais resté assez longtemps pour les antécédents médicaux. Elle se tourna vers Alexandre, ses yeux se remplissant de larmes. « C'est ma faute, tout ça, j'aurais dû trouver un moyen de leur obtenir des soins appropriés plus tôt. L'important, intervint le docteur Chen, c'est que nous l'ayons détecté maintenant. Avec un traitement approprié, les filles peuvent vivre des vies complètement normales. Mais nous devons commencer le traitement bientôt. » Comme pour confirmer, Olivia commença à tousser à nouveau, le son pire qu'avant. Emma se déplaça immédiatement aux côtés de sa sœur, lui tapotant le dos comme elles avaient vu leur mère le faire d'innombrables fois. « Le médicament ?» demanda Sophie, sa voix tendue. « Combien ?»« Je m'en occuperai, » dit fermement Alexandre. « Non, tu ne comprends pas. » Sophie se leva arpentant la petite salle d'examen. Les ordonnances laissent des traces papier. Des dossiers d'assurance, il nous trouvera. Le docteur Chen regarda entre eux, son masque professionnel glissant légèrement pour révéler de l'inquiétude. « Madame Dubois, Sophie, si quelqu'un vous empêche d'obtenir des soins médicaux pour vos enfants, il y a des organisations qui peuvent aider. »« Pas d'organisation, » claqua Sophie. « Pas de papier, pas de dossier. » Elle saisit son sac, tendant la main vers les filles. « Nous devons partir, maintenant. »« Sophie, arrête !» La voix d'Alexandre était douce mais ferme. « Regarde-les, regarde. » Vraiment ? Les jumelles s'étaient endormies sur la table d'examen. Leurs nouveaux ours en peluche serraient fort, leur respiration légèrement laborieuse. Dans leur sommeil, elles semblaient encore plus vulnérables, leurs longs cils projetant des ombres sur leurs joues. Les épaules de Sophie s'affaissèrent. « Je ne peux pas les perdre, » chuchota-t-elle. « Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Alors laisse-moi t'aider, » supplia Alexandre. « Le docteur Chen peut prescrire le médicament sous mon nom. Nous paierons en espèces. Pas de dossier vous reliant, toi ou les filles. J'ai des contacts qui peuvent nous aider à construire un filet de sécurité, mais tu dois me faire confiance. » Le docteur Chen s'éclaircit doucement la gorge. « Je peux aussi recommander une excellente thérapeute, une qui est spécialisée dans l'aide aux familles dans des situations sensibles. » Sophie regarda ses filles endormies pendant un long moment, puis Alexandre. Quand elle parla, sa voix était à peine audible. « Si je te dis tout, si je te laisse aider, tu dois me promettre quelque chose. Tout ce que tu veux. Promets-moi que tu n'essaieras pas de le combattre directement. Les quartiers, ils détruisent les gens qui se mettent en travers de leur chemin. Ils les font disparaître, font passer ça pour des accidents. Promets-moi que tu seras intelligent à ce sujet. » Alexandre sentit un frisson à ces mots, comprenant maintenant pourquoi elle avait eu si peur de laisser une trace de leur existence. Les quartiers étaient connus pour leurs pratiques commerciales impitoyables, mais ce que Sophie suggérait allait bien au-delà de tactiques d'entreprise agressives. « Je promets, » dit-il solennellement. « Nous ferons ça à ta façon, intelligent, prudent. Mais Sophie ?» Il attendit qu'elle rencontre ses yeux. « Je ne vais nulle part. Quoi qu'il arrive, toi et les filles n'êtes plus seuls. » Alors qu'il regardait les jumelles dormir, l'esprit d'Alexandre tournait déjà avec des plans.
Il avait ses propres ressources, des connexions que même les quartiers ne pouvaient pas toucher. Mais d'abord, il devait comprendre l'histoire complète. Chaque détail que Sophie avait eu trop peur de partager. Car quelque part dans son passé se trouvait la clé pour assurer leur sécurité future. Le soleil se couchait sur Paris quand ils quittèrent le cabinet du docteur Chen, projetant de longues ombres qui semblaient les atteindre comme des doigts agrippants. Sophie tenait fermement les mains de ses filles, tandis qu'Alexandre marchait légèrement devant, son téléphone déjà en main. Il avait des appels à passer, des préparatifs à mettre en mouvement. La donne avait changé et les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. Mais en regardant Sophie et les jumelles, il savait avec une certitude absolue qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour les protéger. Une semaine s'était écoulée depuis la visite chez le médecin et le penthouse s'était transformé. Des dessins colorés ornaient désormais le réfrigérateur auparavant austère et le son des rires d'enfants résonnait dans des pièces qui n'avaient connu que le silence. Les jumelles répondaient bien à leur traitement, leur toux devenant moins fréquente, leur niveau d'énergie augmentant. Alexandre se retrouvait attiré dans leur monde d'imagination et d'émerveillement. Un matin, il entra dans son salon pour le trouver transformé en un fort de couverture, les jumelles menant une très sérieuse tea party avec leurs ours en peluche. La vue de ces draps égyptiens coûteux utilisés comme murs de château aurait dû le déranger, mais au lieu de cela, il se surprit à sourire. « Monsieur ?» Jeanne apparut à son coude, sa voix basse. « Les informations que vous avez demandées sur Jacques Cartier-Trouet sont arrivées. » Il la suivit dans son bureau, fermant doucement la porte. L'enveloppe Manila sur son bureau semblait innocente, mais son contenu fit serrer sa mâchoire. Des photos se répandirent sur son bureau, des images de surveillance montrant Jacques Cartier-Trouet quittant des clubs exclusifs avec différentes femmes, participant à des réunions suspectes avec des personnages louches connus, et une image particulièrement révélatrice de lui dans une dispute animée avec son père Jacques Cartier II. L'image publique de la famille Cartier est impeccable, rapporta Jeanne, mais leurs transactions privées sont une toute autre affaire. Évasion fiscale, espionnage industriel, accidents suspects arrivant à leurs concurrents. Rien qui ne pourrait être prouvé devant un tribunal, mais suffisant pour expliquer la peur de Sophie, termina Alexandre. Il prit une photo plus récente de Jacques III. Le costume coûteux et l'apparence soignée de l'homme ne pouvaient pas cacher la cruauté dans ses yeux. Un coup doux interrompit leur conversation. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression gardée. « Les filles font la sieste, dit-elle. Je pensais que nous pourrions peut-être parler. » Jeanne rassembla discrètement les photos, les laissant seules. Sophie prit place en face du bureau d'Alexandre, ses doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. « J'ai vu la façon dont tu as regardé mes ecchymoses, commença-t-elle doucement. Tu t'es posé des questions et tu mérites de connaître la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai rencontré Jacques dans une galerie d'art. Je travaillais là-bas, organisant des expositions. Il était charmant, sophistiqué, tout ce dont une fille rêve. Quand il m'a demandé en mariage après, si moi je pensais vivre un conte de fées. » Alexandre écouta silencieusement l'histoire de Sophie se dérouler, la romance tourbillonnante, le mariage fastueux, l'isolement progressif des amis et de la famille. La première fois que Jacques a perdu son sang-froid. La façon dont sa famille couvrait tout, leur richesse et leur connexion garantissant que leur réputation impeccable reste intacte. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, » continua Sophie, sa voix tremblante, « je pensais que les choses s'amélioreraient. Au lieu de cela, elles ont empiré. Jacques, il avait un problème avec des substances illégales. La grossesse signifiait que je ne pouvais plus le cacher à sa famille. Ils allaient l'envoyer dans un centre de désintoxication privé, mais il a refusé. La nuit où je lui ai parlé des jumelles. » Elle s'arrêta, ses mains tremblant si fort qu'Alexandre traversa le bureau pour les stabiliser. Sa peau était froide sous son toucher. « Il m'a jeté dans les escaliers, » chuchota-t-elle. « J'étais enceinte de 4 mois. La femme de ménage m'a trouvé et a appelé une ambulance sans le dire à la famille. C'est là que j'ai su que je devais fuir. Je ne pouvais pas laisser mes bébés grandir dans ce monde. »« Comment as-tu réussi à t'échapper » demanda doucement Alexandre. Un fantôme de sourire traversa le visage de Sophie. La femme de ménage, Maria, elle m'a aidé. Elle avait tout observé, gardé le silence. Mais elle avait des preuves, des vidéos, des enregistrements, des documents sur les affaires de la famille.
Elle me les a donnés comme assurance et m'a aidé à disparaître. J'ai passé des années qu'à me déplacer d'un endroit à l'autre, travaillant pour du liquide, essayant de rester hors des radars. Mais les filles sont tombées malades et j'ai épuisé mes options. Et maintenant, incita Alexandre quand elle tomba dans le silence. Maintenant je suis fatiguée, admit-elle. Fatiguée de fuir, fatiguée d'avoir peur. Les filles méritent mieux que ça. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un cri aigu résonna depuis la chambre d'amis. Ils se levèrent tous les deux d'un bond, mais Sophie fut plus rapide, des années d'instinct maternel la poussant en avant. Alexandre la suivit de près. Ils trouvèrent Emma se débattant dans son sommeil, prise dans un cauchemar, tandis qu'Olivia essayait de réveiller sa sœur. Sophie rassembla Emma dans ses bras, murmurant des mots apaisants jusqu'à ce que les yeux de l'enfant s'ouvrent. « L'homme en colère », gémit Emma. Il nous poursuivait encore. Les yeux de Sophie rencontrèrent ceux d'Alexandre par-dessus la tête de sa fille, remplis d'un mélange de peur et de détermination. À ce moment, il sut qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher pour toujours. Le passé finirait par les rattraper. La seule question était de savoir s'ils l'affronteraient. Selon leurs propres termes ou ceux de Jacques Cartier, de retour dans son bureau plus tard cette nuit-là, après que les jumelles aient été calmées et renvoyées au lit, Alexandre prit une décision. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Michel, c'est Alexandre. Moreau. Tu te souviens de cette faveur que tu me dois? J'ai besoin de ton aide. Il est temps de faire tomber les quartiers. » La voix à l'autre bout resta silencieuse un moment. « Les quartiers? Tu es sûr de ça, Alex? » « Une fois qu'on commence, je suis sûr, » répondit Alexandre, pensant aux larmes d'Emma, aux ecchymoses, de Sophie aux années de peur et de fuite. Mais nous devons être intelligents à ce sujet. Pas de confrontation directe. Nous utilisons leur propre méthode contre eux. En raccrochant le téléphone, Alexandre attrapa son reflet dans la fenêtre. L'homme qui le regardait n'était plus seulement l'homme d'affaires prospère. C'était quelqu'un qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Une famille qui avait réveillé des parties de son cœur qu'il pensait depuis longtemps perdues. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et quelque part dans ces lumières, Jacques Cartier III vaquait à ses occupations, ignorant que son monde était sur le point de changer. Alexandre fit une promesse silencieuse à la famille endormie dans le couloir. Cette fois, ce seraient les Cartier qui auraient peur. Les jours suivants apportèrent des changements subtils, mais significatifs à la dynamique du Pentouse. Les jumelles avaient pris l'habitude d'appeler Alexandre « Tonton Alex », un développement qui apportait une chaleur inattendue à sa poitrine chaque fois qu'il l'entendait. Sophie aussi baissait lentement sa garde, s'autorisant de brefs moments de détente quand elle pensait que personne ne regardait. Un soir, Alexandre rentra chez lui pour trouver Sophie en train d'apprendre aux filles à peindre à sa table à manger, la surface coûteuse en acajou protégée par des journaux. La scène le frappa d'un tel déjà-vu puissant qu'il dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. 15 ans auparavant, Sophie lui avait enseigné les mêmes techniques dans son minuscule appartement, lui montrant comment l'art pouvait exprimer ce que les mots ne pouvaient pas. « Regarde, tonton Alex !» Olivia leva une peinture de ce qui aurait pu être un papillon ou peut-être un nuage très coloré. « Maman dit que j'ai du talent. »« C'est magnifique !» dit-il sincèrement, posant sa serviette et retroussant ses manches. « De la place pour un de plus à la table d'art ?» La surprise sur le visage de Sophie se transforma rapidement en un sourire sincère, le premier qu'il avait vu depuis leur retrouvaille. « Tu te souviens de quelque chose que je t'ai appris ? » « Plus que tu ne le penses, » répondit-il doucement, acceptant le pinceau qu'elle lui offrait. Alors qu'ils peignaient ensemble, les jumelles babillant joyeusement entre eux, le téléphone d'Alexandre vibra à plusieurs reprises dans sa poche. Il l'ignora jusqu'à ce que les filles soient occupées à nettoyer leurs pinceaux dans l'évier de la cuisine sous la supervision de Sophie. Les messages étaient de Michel. Mouvement dans le camp Cartier. Jacques III repéré à l'hôpital Necker. Il semble qu'il ait eu un épisode lors d'une réunion du conseil d'administration. Son père essaie de garder ça discret, mais nos sources disent que c'est sérieux cette fois. La mâchoire d'Alexandre se serra. Une opportunité se présentait, mais il devrait agir avec prudence. « Sophie » appela-t-il doucement. « Pouvons-nous parler un moment ?» Dans son bureau, il lui montra les messages. Son visage pâlit, mais elle ne flancha pas. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?»« Cela signifie que nous avons un levier.
expliqua Alexandre. Les quartiers se soucient d'une chose par-dessus tout, leur réputation. Les problèmes de Jacques III deviennent plus difficiles à cacher. Si nous jouons bien nos cartes... Non, interrompit Sophie. Quoi que tu planifies, c'est trop dangereux. Ces gens, ils ne jouent là pas selon les règles normales. Moi non plus, répondit doucement Alexandre. Plus maintenant, pas avec ce qui est en jeu. Avant que Sophie ne puisse répondre, Jeanne apparut dans l'embrasure de la porte, son visage habituellement composé montrant des signes de stress. « Monsieur Moreau, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit que son nom est Maria Rodriguez. » Sophie halta. « Maria? Mais comment ?» La femme qui entra dans le bureau avait la soixantaine, ses cheveux argentés tirés en un chignon net, sa posture droite malgré son âge. Le moment où elle vit Sophie, son expression sévère s'effondra. « Mi niña » souffla-t-elle, ouvrant ses bras. Sophie s'y précipita, fondant en larmes alors que Maria la serrait contre elle, murmurant du réconfort en espagnol. Quand elles se séparèrent enfin, Maria se tourna vers Alexandre, son évaluation de lui acérée et minutieuse. « Alors c'est vous dont elle parlait toujours à l'université, celui qui est parti. » Alexandre cligna des yeux de surprise, mais Maria continuait déjà sortant une clé USB de son sac à main. « J'ai continué à rassembler des preuves depuis que tu es partie, Sophie. Des années de preuves. Vidéos, documents, relevés bancaires, tout ce que les quartiers ont essayé de cacher. Je savais qu'un jour tu en aurais besoin. » « Maria, chuchota Sophie, tu n'aurais pas dû risquer. »« Je risque ce que je choisis de risquer, » dit fermement la femme plus âgée. « Ces filles, elles sont comme mes petites filles. Et ce que cette famille t'a fait, elle secoua la tête. No mas, plus de fuite, plus de cachette. » Alexandre prit la clé USB avec précaution. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Le sourire de Maria était sombre. « Parce que Jacques Cartier-Trouet perd le contrôle. Son père ne peut plus cacher ses actions. La famille est vulnérable, et ils le savent. C'est pourquoi ils ont cherché. Si dur à retrouver Sophie et les filles. Ils ont besoin de faire taire toute menace potentielle avant que tout ne s'effondre. » Un petit bruit à la porte les fit tous se retourner. Emma et Olivia se tenaient là, de la peinture encore maculée sur leurs joues, leurs yeux grands ouverts alors qu'elles reconnaissaient leur ancienne gardienne. « Abuela Maria !» crièrent-elles à l'unisson, courant vers elle. Maria les attrapa, toutes les deux, sa façade sévère fondant complètement alors qu'elle couvrait leur visage de baisers. En les regardant, Alexandre vit les pièces d'un puzzle s'assembler. Maria n'avait pas seulement été une femme de ménage, elle avait été la protectrice de Sophie, l'ange gardien secret des jumelles, attendant son heure et rassemblant des munitions pour le moment parfait pour frapper. « Nous devons agir rapidement », dit Maria par-dessus la tête des jumelles. L'hospitalisation de Jacques Trouet a créé le chaos dans la famille. Son père est distrait, essayant de maintenir le contrôle du conseil d'administration. « C'est notre chance ?» Sophie regarda entre Maria et Alexandre, son expression déchirée entre l'espoir et la peur. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ?»« Je suggère, dit prudemment Alexandre, qu'il est temps d'arrêter de fuir et de commencer à se battre. Pas avec la violence, mais avec la vérité. Chaque secret qu'ils ont enterré, chaque crime qu'ils ont couvert, chaque personne qu'ils ont blessée, tout va être révélé. Ils essaieront de nous discréditer, avertit Sophie. Qu'ils essaient, répondit Maria. J'ai des vidéos des épisodes de Jacques, des preuves de leur falsification de preuves, des registres de pots de vin pour faire taire les victimes. Même le nom Cartier ne peut pas survivre à ce genre d'exposition. Comme pour souligner la gravité du moment, le tonnerre gronda dehors et la pluie commença à tambouriner contre les fenêtres. Les jumelles, toujours accrochées à Maria, sursautèrent au bruit. « Ça va, mes anges », les apaisa Maria. Parfois, une tempête est exactement ce dont nous avons besoin pour purifier l'air et repartir à zéro. Alexandre observa Sophie redresser, les épaules, une partie de son ancien feu revenant dans ses yeux. « Que dois-je faire ?»« D'abord, dit-il, nous vous emmenons, toi et les filles, dans un endroit encore plus sûr qu'ici. J'ai une propriété privée en Normandie, complètement hors réseau. Ensuite, pendant que les quartiers sont distraits par le contrôle des dégâts autour de Jacques III, nous commençons à divulguer des informations, soigneusement, stratégiquement, à travers de multiples canaux. Et ensuite, demanda Sophie. Ensuite,
répondit Maria avec un sourire féroce. Nous les regardons tomber. Les jumelles, sentant la tension dans la pièce, se pressèrent plus près de leur mère. Sophie les serra contre elle, regardant les alliés improbables qui l'entouraient. L'ancien amour qu'elle n'avait jamais vraiment oublié, la gardienne devenue famille, et maintenant l'équipe d'experts d'Alexandre qui attendait en coulisses. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à ressentir quelque chose de dangereux, l'espoir. Le voyage vers la propriété normande d'Alexandre eut lieu à l'aube, alors que la ville dormait encore et que l'horizon se teintait de roses et de violets doux. Deux voitures banalisées prirent des routes différentes, une précaution que Sophie ne comprenait que trop bien. Elle voyageait avec les jumelles dans un véhicule, tandis qu'Alexandre et Maria suivaient dans un autre. Maintenant une communication constante à travers des canaux sécurisés. La propriété, quand ils arrivèrent enfin, coupa le souffle de Sophie. Nichée dans le pays d'Auge, la structure moderne semblait pousser organiquement du paysage, ses murs de verre reflétant la forêt environnante. Un système de sécurité de pointe était discrètement intégré dans la conception, offrant une protection sans créer un sentiment d'enfermement. « C'est ici que tu te cachais toutes ces années ?» demanda Sophie, alors qu'Alexandre aidait à décharger leurs bagages. Il secoua la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « En fait, je l'ai acheté la semaine dernière. Je l'ai fait meubler et sécuriser en un temps record. » Sophie le regarda fixement, traitant les implications. « Tu as acheté une maison entière. Juste pour nous ?»« J'ai acheté un havre de paix, » corrigea-t-il doucement. « Pour nous tous. » L'excitation des jumelles face à leur nouvel environnement était contagieuse. Elles couraient de pièce en pièce, s'extasiant sur les meubles à taille d'enfant dans leur chambre et le matériel d'art déjà stocké, dans ce qui allait devenir leur salle de jeu. Maria les suivait, ses yeux vigilants ne perdant jamais complètement leur vigilance, malgré la sécurité de leur emplacement. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies dans leur nouveau lit, les adultes se rassemblèrent dans le salon. Le mur de fenêtre offrait une vue à couper le souffle sur la campagne normande, mais leur attention était concentrée sur l'écran d'ordinateur portable devant eux, où le visage de Michel apparaissait dans un appel vidéo sécurisé. « La première phase est terminée », rapporta-t-il. « Nous avons divulgué des informations sélectionnées sur le récent épisode de Jacques III à des journalistes spécifiques. La machine de relations publiques des quartiers tourne à plein régime pour essayer de le contenir. »« Comment son père ? A-t-il réagi ?» demanda Maria, ses doigts serrant son chapelet toujours présent. « Jacques Cartier II est mécontent, » répondit diplomatiquement Michel. « Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Nos sources disent qu'il prévoit de retirer temporairement son fils de tous les postes de l'entreprise. » Alexandre hocha la tête pensivement. « C'est exactement ce que nous voulions. Plus ils se concentrent sur les luttes de pouvoir internes, moins ils prêteront attention à la recherche de Sophie et des filles. Et il y a plus, continua Michel. Vous vous souvenez de ces comptes offshore que Maria a documentés? Nous les avons retracés jusqu'à des transactions très intéressantes. Il semble que les quartiers aient soudoyé des responsables locaux pour fermer les yeux sur des violations du code de la construction. L'un de leurs projets de développement récents est littéralement construit sur un terrain instable. Sophie se pencha en avant. Le projet Roosevelt, les condos de luxe qu'ils construisent dans le 16e. Exactement, confirma Michel. Si cette information sort, leur action va s'effondrer. Ils ont prévendu des millions d'euros d'unités. Divulguez-la, ordonna Alexandre, mais prudemment. Nous devons maintenir notre dénégation plausible. Alors qu'ils discutèrent de la stratégie, Sophie se surprit à observer Alexandre. L'homme d'affaires qu'elle avait connu à l'université était ambitieux mais idéaliste. Cet Alexandre était différent, toujours éthique mais plus dur, plus stratégique. Il combattait le feu par le feu, utilisant les propres tactiques des quartiers contre eux, tout en restant juste dans les limites de la légalité. Un bruit venant de l'étage interrompit leur planification. Olivia se tenait dans les escaliers en pyjama, serrant son ours en peluche. « Maman, j'ai fait un mauvais rêve. » La réunion fit une pause pendant que Sophie allait réconforter sa fille. À travers la porte ouverte, Alexandre regarda comment elle s'asseyait sur les marches, serrant Olivia contre elle et chantant doucement. Cette vue remua quelque chose en lui, un désir pour la famille qu'il ne s'était jamais permis d'avoir, une envie de protéger ce qui grandissait entre eux tous.
Quand Sophie revint, son expression était déterminée. « Je veux aider », annonça-t-elle. « J'ai fui pendant si longtemps, les laissant contrôler ma vie par la peur, je veux riposter. » Maria tendit la main vers elle. « Minigna, tu n'as pas… »« Si, je le dois, » interrompit Sophie. « Pas seulement pour moi, mais pour mes filles. Elles méritent de grandir sans regarder par-dessus leur épaule, sans sursauter aux ombres. » Alexandre l'étudia attentivement. « Qu'avais-tu en tête ?»« La vidéo, » dit-elle doucement. « Celle que Maria a prise la nuit où Jacques m'a poussé dans les escaliers. Je veux la diffuser. » La pièce tomba dans le silence. Cette vidéo était leur option nucléaire, une preuve irréfutable de la violence de Jacques Cartier-Trouet, capturé par la caméra cachée de Maria. Sa diffusion détruirait non seulement Jacques, mais l'image soigneusement construite de toute la famille Cartier. « Sophie !» commença prudemment Alexandre. « Une fois que nous aurons diffusé ça, il n'y aura pas de retour en arrière. L'attention publique… »« Je sais, » le coupa-t-elle, « mais je suis fatigué de les laisser écrire le récit. Le monde devrait les voir tels qu'ils sont vraiment. » Maria se signa rapidement. « Ce sera comme lâcher une bombe mis à mort. »« Parfois, » répondit Sophie, sa voix plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue, « une bombe est exactement ce dont on a besoin pour déblayer le terrain et laisser quelque chose de nouveau pousser. » Alexandre hocha lentement la tête, le respect et l'admiration emplissant sa poitrine. C'était la Sophie dont il se souvenait, féroce, guidée par des principes, n'ayant pas peur de défendre ce qui est juste. Sans réfléchir, il tendit la main vers la sienne, et elle le laissa la prendre. « Nous devrons nous préparer, » dit-il. « Une fois que la vidéo sera sortie, ils jetteront tout ce qu'ils ont contre nous. Nous aurons besoin de déclarations médiatiques prêtes, d'équipes juridiques en attente, de la sécurité encore renforcée. »« Je veux faire l'interview moi-même, » ajouta Sophie. « Pas de dissimulation dans l'ombre, pas de voix déguisée. Je veux regarder droit dans la caméra et raconter mon histoire. » Alors qu'ils discutaient des détails, aucun d'entre eux ne remarqua Olivia assise en haut des escaliers, écoutant. Elle ne comprenait pas tous les mots d'adulte, mais elle en comprenait assez. Sa maman allait riposter contre l'homme en colère et tonton Alex allait l'aider. Silencieusement, elle retourna dans sa chambre, se glissa dans le lit à côté de sa sœur endormie, et pour la première fois de sa jeune vie, elle n'avait pas peur des ombres. L'air de la campagne portait l'odeur des pommiers à travers les fenêtres ouvertes, et quelque part au loin, une chouette ululait dans la nuit. À l'intérieur de la maison, 4 personnes complotèrent la chute de l'une des familles les plus puissantes de France, tandis que 2 petites filles dormaient paisiblement à l'étage, ignorant que leur monde était sur le point de changer, à jamais. Le matin se leva clair et frais, mais à l'intérieur de la maison normande, la tension crépitait comme l'électricité avant un orage. L'équipe d'Alexandre avait travaillé toute la nuit, préparant ce qu'ils étaient sur le point de déclencher. Sophie était assise à l'îlot de la cuisine, regardant les jumelles jouer dans le jardin sous l'œil vigilant de Maria, pendant qu'elle répétait une dernière fois sa déclaration. « Souviens-toi », dit doucement Alexandre, lui glissant une tasse de café. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons trouver un autre moyen. » Sophie leva les yeux des papiers, son regard clair et déterminé. « Si, je dois le faire. Les filles méritent de savoir que leur mère s'est battue pour elles. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un soupçon de son ancien sourire, j'ai hâte de faire disparaître ce sourire suffisant du visage de Jacques Cartier II. » L'interview était prévue pour cet après-midi. Un segment en direct avec Christine Bonnet, l'une des journalistes d'investigation les plus respectées du pays. Il l'avait choisie soigneusement, connaissant sa réputation d'équité et son histoire d'exposition de la corruption des entreprises. Alors que la maquilleuse qu'Alexandre avait fait venir travaillait sur le visage de Sophie, les jumelles rentrèrent pour le déjeuner. Elles remarquèrent immédiatement les changements chez leur mère. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'exclama Emma. « Pourquoi tu te fais si belle ?» demanda Olivia toujours plus perspicace. « C'est à cause de l'homme en colère ?» Sophie les serra toutes les deux contre elle, faisant attention à ne pas ruiner son maquillage. « C'est parce que maman va raconter une histoire très importante. Une histoire sur le courage et la défense de ce qui est juste. » Les filles hochèrent solennellement la tête, comprenant en quelque sorte le poids du moment malgré leur jeune âge. Elles avaient hérité de l'intuition de leur mère, nota Alexandre, observant la scène avec un serrement au cœur. L'installation pour l'interview était élaborée mais discrète. Christine Bonnet arriva seule.
ayant accepté de garder leur localisation privée. Sa réaction en voyant les jumelles jouer en arrière-plan fut révélatrice. Un éclair de protection maternelle traversa sa façade professionnelle. « Nous allons faire ça en 3 segments », expliqua Christine pendant que son équipe s'installait. « D'abord, nous établirons votre histoire avec les quartiers. Ensuite, nous montrerons la vidéo. Enfin, nous discuterons des implications plus larges, le schéma de comportement, les dissimulations, les autres victimes qui se sont manifestées depuis que nos reportages préliminaires ont commencé. » Sophie hocha la tête, ses mains stables alors qu'elle ajustait son microphone. Alexandre se tenait juste hors caméra, assez proche pour offrir son soutien, mais assez loin pour éviter d'être dans le champ. Le voyant rouge clignotait et le sourire professionnel de Christine apparut. « Bonsoir, je suis Christine Bonnet, et aujourd'hui nous vous apportons une interview exclusive qui va ébranler l'une des familles les plus puissantes de France jusqu'à ses fondations. Avec moi se trouve Sophie Mercier, ex-belle-fille de la famille Cartier, qui brise le silence pour la première fois. Ce qui suivit fut les 45 minutes de télévision les plus captivantes qu'Alexandre ait jamais vues. Sophie parlait, avec une force tranquille, sa voix ne vacillant jamais alors qu'elle détaillait les abus systématiques et la manipulation qu'elle avait endurée. Quand ils diffusèrent la vidéo de cette terrible nuit dans les escaliers, le sang-froid de Christine se fissura légèrement, sa main s'étendant inconsciemment vers Sophie. « Cela a dû être terrifiant, » dit doucement Christine, hors script. « Ça l'était, » acquiesça Sophie. « Mais pas aussi terrifiant que l'idée que mes filles grandissent dans cet environnement. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Pas seulement pour moi, mais pour chaque personne que les quartiers n'ont jamais réduite au silence. » L'interview continua, s'élevant vers un crescendo dévastateur, alors que Sophie révélait document après document, preuve après preuve. Les années de documentation minutieuse de Maria combinées aux enquêtes financières d'Alexandre brossaient un tableau de corruption qui allait bien au-delà des luttes privées d'une famille. En terminant, Christine posa la question à laquelle il s'était préparé. « N'avez-vous pas peur des représailles de la famille Cartier ?» Le sourire de Sophie était serein. « J'ai passé des années à avoir peur, mais j'ai appris quelque chose d'important. Quand vous protégez les gens que vous aimez, la peur devient du carburant. Les quartiers prospèrent dans le silence, et les ombres. Il est temps de laisser entrer la lumière. » Au moment où les caméras s'arrêtèrent de tourner, le téléphone d'Alexandre explosa de notifications. L'action de la famille Cartier s'effondrait. Les médias sociaux s'enflammaient avec des hashtags soutenant Sophie. Plus important encore, d'autres victimes se manifestaient déjà. Leurs histoires étrangement similaires à celles de Sophie. « Monsieur Moreau ?» La voix de Jeanne résonna dans son oreillette. « Jacques Cartier II essaie de vous joindre. Il est mécontent. »« J'imagine bien, » répondit calmement Alexandre. « Dites-lui que je suis indisponible indéfiniment. » À l'étage, il pouvait entendre les jumelles rire de quelque chose que Maria avait dit. Le son flottait comme de la musique, un rappel de ce pourquoi il se battait exactement. Sophie se leva de sa chaise d'interview sur des jambes légèrement tremblantes. Alexandre s'avança pour la soutenir, et elle s'appuya sur lui juste un moment. « Merci, » chuchota-t-elle, « d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé à retrouver ma force. »« Tu ne l'as jamais perdu, » répondit-il doucement. « Tu avais juste besoin d'un endroit sûr pour t'en souvenir. » Christine Bonnet, rangeant son équipement, observa leur interaction avec un vif intérêt, journalistique. Mais pour une fois, elle choisit de laisser une histoire non racontée, reconnaissant quelque chose de trop authentique et fragile pour la consommation publique. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines, projetant de longues ombres à travers le jardin, le téléphone de Sophie sonna avec un message. C'était de son ancienne collègue de la galerie d'art. « Tu l'as fait, ma belle. Les quartiers sont en tendance nationale et ce n'est pas joli. Tu es mon héroïne. » Sophie montra le message à Alexandre, ses yeux brillants de larmes non versées. « C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Ils ne peuvent plus se cacher. » « Non, acquiesça-t-il, ils ne peuvent plus. Mais Sophie, il la tourna doucement pour lui faire face. Ce n'est que le début. Es-tu prête pour ce qui va suivre ?» Sa réponse fut interrompue par le tonnerre de petits pieds dans les escaliers alors que les jumelles descendaient en courant, bien réveillées. Et pleines d'énergie. « Maman !» appelèrent-elles à l'unisson. « On peut avoir de la glace pour le dîner ? Maria a dit de te demander. » Sophie rit, le son libre et authentique. «
De la glace pour le dîner? Qu'en penses-tu, tonton Alex? Alexandre regarda leur visage plein d'espoir, le sourire indulgent de Maria, la confiance retrouvée de Sophie, et prit une décision exécutive. Je pense que nous méritons tous de la glace pour le dîner aujourd'hui. Alors qu'ils se rassemblaient dans la cuisine, construisant d'élaborés sundaes et faisant un merveilleux désordre, Alexandre réalisa quelque chose d'important. En essayant d'aider Sophie à mener ses batailles, il avait accidentellement trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais su qu'il lui manquait. Une famille. La vraie question était, une fois que la poussière serait retombée et que les quartiers seraient hors d'état de nuire, que se passerait-il ensuite? La réponse, soupçonnait-il, était actuellement en train de mettre des pépites supplémentaires sur sa glace et de rire des visages couverts de chocolat de ses filles. Les retombées de l'interview de Sophie furent immédiates et de grande envergure. En l'espace de 24 heures, la façade soigneusement construite de la famille Cartier commença à s'effriter. Leur action avait chuté de 30%, les principaux investisseurs se retiraient et la presse campait devant leur siège social comme des vautours attendant le prochain morceau d'information. Alexandre observait tout cela se dérouler depuis son ordinateur portable dans la maison normande, gérant des mises à jour constantes de son équipe, tout en essayant de maintenir un semblant de normalité pour les jumelles. Ils avaient converti l'une des chambres de rechange en un centre de commandement temporaire, rempli d'ordinateurs sécurisés et d'équipements de communication. Les entrepreneurs du projet Roosevelt parlent, rapporta Michel via l'appel vidéo. Ils confirment tout, les matériaux de qualité inférieure, les rapports de sécurité falsifiés, tout. Le service de l'urbanisme de la ville lance une enquête. Sophie, qui écoutait tout en dessinant avec les filles à la table à manger, leva les yeux. Et les acheteurs, les familles qui ont investi leurs économies dans ces appartements? Déjà gérés, assura Alexandre. J'ai fait mettre en place un fonds par mon équipe juridique pour rembourser chaque acheteur. Les quartiers ne pourront pas se cacher derrière une faillite pour éviter leurs responsabilités. Une notification apparut sur l'écran d'Alexandre. Un autre email de Jacques Cartier II, celui-ci marqué urgent. Il envoyait des messages de plus en plus désespérés depuis la diffusion de l'interview, passant des menaces aux tentatives de négociation. Alexandre les avait tous ignorés. « Tonton Alex ?» La voix d'Emma le tira de ses pensées. « Tu peux m'aider avec ma peinture? J'essaie de faire un arc-en-ciel, mais les couleurs se mélangent toutes. » Il sourit, fermant son ordinateur portable. Les affaires de la chute des quartiers pouvaient attendre quelques minutes. « Bien sûr, ma chérie. Montre-moi ce sur quoi tu travailles. » Alors qu'il aidait Emma avec son œuvre d'art, lui montrant comment nettoyer son pinceau entre les couleurs, tout comme Sophie le lui avait appris des années auparavant, il surprit Sophie les regardant avec une expression indéchiffrable. Plus tard dans la soirée, après que les jumelles se soient endormies, Sophie le rejoignit sur la terrasse. L'air de la campagne était vif, portant le parfum des pommiers et des possibilités. 10 autres femmes se sont manifestées, dit-elle doucement, le rejoignant à la balustrade. Toutes avec des histoires similaires sur les hommes Cartier. Le schéma remonte à des générations. Alexandre hocha la tête. Les avocats travaillent avec chacune d'entre elles. Pas de règlement avec des accords de confidentialité cette fois. La vérité sort au grand jour devant le tribunal. Je devrais me sentir heureuse, admit Sophie. Vengée, mais surtout je me sens effrayée, proposa-t-il quand elle s'interrompit. Pas exactement. Elle se tourna pour lui faire face, le clair de lune argentant ses cheveux. C'est plutôt comme attendre que l'autre chaussure tombe. Les quartiers n'abandonnent pas facilement. Jacques II en particulier. Il est comme un animal blessé en ce moment et ça le rend dangereux. Comme invoqué par ces paroles, le téléphone d'Alexandre vibra avec un message urgent de Jeanne. Son visage s'assombrit en le lisant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, la tension s'insinuant dans sa voix. Jacques III s'est fait sortir de l'hôpital, contre avis médical. Il a disparu. L'équipe de sécurité de son père n'a aucune idée d'où il est. La main de Sophie vola à sa bouche. « Il vient ici, il le doit. Il n'arrivera pas à 10 km de cet endroit, » assura fermement Alexandre. « Nous avons la meilleure équipe de sécurité du pays, la surveillance par satellite, des détecteurs de mouvement. »« Tu ne comprends pas, » l'interrompit-elle. « Jacques, il n'est pas rationnel quand il est dit comme ça. Les mesures de sécurité normales ne fonctionnent pas parce qu'il ne pense pas comme une personne normale. Il trouvera un moyen. »
Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Maria fit irruption sur la terrasse, le visage pâle. Les filles ont disparu. Le monde sembla s'arrêter de tourner pendant un moment. Sophie vacilla sur ses pieds et Alexandre saisit son bras pour la stabiliser. « Que veux-tu dire, disparu ?» demanda-t-il. « Je suis allé vérifier comme je le fais toujours, » expliqua Maria, sa voix tremblante. « Leurs lits sont vides. » Mais ceci était sur l'oreiller d'Emma. Elle tendit un morceau de papier froissé. Sophie s'en empara, ses mains tremblant alors qu'elle lisait le message. Ses jambes cédèrent, et Alexandre la rattrapa, les abaissant tous les deux sur le sol de la terrasse alors qu'il lisait par-dessus son épaule. « Pensiez-vous pouvoir les cacher à leur propre père? Elles appartiennent à leur vraie famille. Ne vous embêtez pas à appeler la police. Le temps que vous lisiez ceci, nous serons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Tu aurais dû rester silencieuse, Sophie. » Le papier flotta des doigts engourdis de Sophie alors qu'elle commençait à hyperventiler. Alexandre la serra contre lui, son esprit passant en revue les options, les ressources, les plans de contingence. « Jeanne, aboya-t-il dans son téléphone, j'ai besoin de chaque membre d'équipe disponible, ici, maintenant. Alerte maximale, et obtenez-moi des images satellites de chaque route dans un rayon de 80 km. Maria, vérifiez les caméras de sécurité. Il doit y avoir quelque chose. » Mais Maria secouait déjà la tête. Le système a été désactivé, professionnellement. Il savait exactement ce qu'il faisait. La voix de Sophie, quand elle vint, était à peine un murmure. « C'est ma faute, j'aurais dû savoir, j'aurais dû être plus prudente. »« Non, » dit fermement Alexandre, prenant son visage entre ses mains. « Ce n'est pas ta faute, c'est Jacques. » Montrant son vrai visage une dernière fois, et ça va être sa plus grande erreur. « Nous allons les retrouver, Sophie, je te le promets. » Il l'aida à se relever, son esprit formulant déjà un plan. Les quartiers avaient des ressources, oui, mais ils n'étaient pas les seuls avec du pouvoir et des connexions. Et contrairement à eux, Alexandre n'avait plus rien à perdre et tout pour quoi se battre. « Maria, restez avec Sophie. J'ai besoin de passer quelques appels. » Mais Sophie saisit son bras. « Non, je viens avec toi. Ce sont mes filles, et Jean est fini d'être une victime. Quoi que nous fassions, nous le faisons ensemble. » En regardant dans ses yeux, Alexandre vit le même feu qu'il avait attiré vers elle à l'université. Il hocha la tête une fois, sortant déjà son téléphone, pour mettre les choses en mouvement. La nuit s'étendait devant eux, pleine de possibilités à la fois terribles et pleines d'espoir. Quelque part là-bas, deux petites filles étaient effrayées et confuses, se demandant pourquoi l'homme en colère les avait arrachées à leur lit chaud. Mais elles étaient plus fortes que Jacques ne le savait. Elles étaient les filles de leur mère, après tout. Et elles n'avaient aucune idée que toute la force de l'amour de leur mère et des ressources considérables d'Alexandre Moreau étaient sur le point d'être déchaînées pour les ramener à la maison. Le Penthouse d'Alexandre avait été transformé en centre de commandement en quelques heures. De multiples écrans affichèrent des cartes, des images de surveillance et des flux de données en temps réel. Son équipe travaillait avec une précision militaire, coordonnant les forces de sécurité privées et les contacts de confiance dans toute la région. Sophie se tenait à la fenêtre, ses doigts pressés contre la vitre comme si elle pouvait la traverser pour toucher ses filles. Elle n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, mais ses yeux étaient clairs et concentrés. Le temps des larmes était passé. C'était maintenant le moment d'agir. « Nous avons quelque chose », annonça Michel, sa voix coupant à travers le chaos contrôlé. Un avion privé enregistré sous une société écran quartier a déposé un plan de vol pour Genève. « C'est un leurre », dit immédiatement Sophie, se détournant de la fenêtre. « Jacques ne serait jamais aussi évident. Il essaie de nous distraire. » Alexandre hocha la tête, impressionné par sa pensée stratégique même en situation de crise. « D'accord, quoi d'autre avons-nous ?»« Monsieur, » interrompit Jeanne, « Maria a trouvé quelque chose d'intéressant dans les vieux registres de la famille Cartier. La famille possède un pavillon de chasse dans les Alpes, acheté sous une autre société écran il y a 50 ans. Il est inactif depuis des décennies, mais l'imagerie satellite montre une activité récente, termina Michel, faisant apparaître des images thermiques. Plusieurs signatures thermiques cohérentes, avec une présence humaine. Sophie se fraya un chemin à travers les membres de l'équipe rassemblée pour étudier les images. C'est ça, c'est là qu'il irait. Jacques parlait souvent de ce pavillon. Il disait que c'était le seul endroit où il se sentait vraiment en contrôle.
Alexandre était déjà en mouvement. À quelle distance? 3 heures en voiture, moins en hélicoptère, rapporta Jeanne. Mais monsieur, si nous impliquons les autorités... Pas de police, dit fermement Sophie. Jacques est instable, désespéré. S'il se sent acculé... Elle ne put finir la phrase. Nous faisons ça nous-mêmes, acquiesça Alexandre. Michel, faites positionner l'équipe tactique, mais maintenez la distance. Jeanne, alertez l'équipe médicale pour qu'elle se tienne prête. Maria, je viens avec vous, dit fermement la femme âgée, son chapelet serré dans une main et une tablette affichant les plans du bâtiment dans l'autre. Je connais chaque propriété quartier de fond en comble, et ces niñas, elles auront besoin d'un visage familier. L'heure suivante fut un flou de préparatifs. L'hélicoptère privé d'Alexandre fut préparé pendant que son équipe de sécurité exposait l'approche. Sophie changea pour des vêtements sombres et pratiques, ses mains d'artiste stable, alors qu'elle étudiait la disposition du pavillon. « Les filles auront peur », dit-elle doucement alors qu'ils montaient à bord de l'hélicoptère. Emma, surtout, elle a toujours été plus sensible à la tension. Alexandre tendit la main vers la sienne. Elles sont fortes, comme leur mère, et elles sont intelligentes. Elles trouveront un moyen de nous faire savoir qu'elles vont bien. Comme pour confirmer ses paroles, la voix de Jeanne grésilla dans leur casque. « Monsieur, nous avons intercepté un signal. Quelqu'un au pavillon essaie d'accéder à Internet via un canal fortement crypté. » L'emprise de Sophie sur la main d'Alexandre se resserra. « Les jumelles, je leur ai appris à utiliser la balise d'urgence de ma tablette. Je n'ai jamais pensé qu'elles en auraient vraiment besoin, mais... » « Filles intelligentes, » murmura Maria se signant, « et maman intelligente. » L'hélicoptère fendait le ciel nocturne, son bruit atténué par une technologie avancée. En dessous d'eux, la ville laissait place à l'obscurité brisée seulement par des groupes occasionnels de lumière. Les yeux de Sophie ne quittaient jamais la tablette, suivant leur approche des coordonnées du pavillon. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit-elle soudainement. À propos de Jacques, quand il est dans un de ces épisodes, il se fixe sur les motifs, sur la symétrie. C'est pourquoi les jumelles le fascinent tant. Il les voit comme des miroirs parfaits et il ne supporte pas l'idée que cette perfection appartienne à quelqu'un d'autre. Alexandre traita cette information, l'ajoutant à sa stratégie mentale. Comment gère-t-il habituellement la perturbation de ses motifs? Mal, répondit Sophie d'un air sombre. Il devient imprévisible, dangereux. Alors, nous devrons perturber ses motifs très prudemment, dit Alexandre, formulant déjà un plan. Maria, vous avez dit que vous connaissiez ses propriétés. Y a-t-il des caractéristiques asymétriques dans ce pavillon qui pourraient l'agiter? Les yeux de Maria s'illuminèrent de compréhension. Si, l'aile a été endommagée dans une tempête il y a des années. Elle n'a jamais été correctement réparée parce que Jacques a refusé de visiter après ça. Il disait que le déséquilibre le dérangeait. Parfait, dit doucement Alexandre, c'est notre point d'entrée. Il évitera toute cette section, ce qui signifie qu'elle est probablement non gardée. Sophie se pencha en avant. Les filles auront remarqué son obsession de la symétrie. Elles sont observatrices. Elles remarquent les motifs. Elles pourraient même l'utiliser à leur avantage. L'hélicoptère commença sa descente dans une clairière à 2 km du pavillon. L'équipe tactique était déjà en position, leur présence invisible mais prête. Alors qu'il se préparait pour l'approche finale à pied, Alexandre saisit le bras de Sophie. « Quoi qu'il arrive là-dedans, dit-il doucement, souviens-toi que tu n'es plus seul. Nous faisons ça ensemble. » Sophie le regarda vraiment, et pendant un moment, les années s'effacèrent. Il était à nouveau le jeune homme qui lui avait appris à faire confiance, et elle était la fille qui lui avait appris à ressentir. Mais ils étaient plus forts maintenant, trempés par le temps et les épreuves, et ils avaient quelque chose qui valait la peine de se battre. « Ensemble », acquiesça-t-elle, vérifiant une dernière fois le dispositif de communication dans son oreille. Alors qu'ils se déplaçaient à travers la forêt sombre, guidés par l'imagerie thermique et la connaissance intime de Maria de la propriété, Alexandre ressentit une émotion inhabituelle s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la détermination ou même de l'amour, c'était la certitude que cette nuit changerait tout, d'une manière ou d'une autre. Le pavillon se dressait devant eux, ses fenêtres brillant faiblement dans l'obscurité. Quelque part à l'intérieur, 2 petites filles courageuses attendèrent d'être secourues, créant peut-être même des opportunités pour aider leur sauveteur. Et leur père,
perdu dans sa propre réalité déformée, n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu, non pas par la violence ou la force, mais par la force tranquille de la famille qu'il avait essayé de briser. L'approche du pavillon se fit dans un silence total, hormis le craquement des feuilles sous leurs pieds prudents. L'équipe d'Alexandre se déplaçait comme des ombres, leur position coordonnée par des signaux de la main et des ordres murmurés dans les oreillettes. Sophie restait proche d'Alexandre, ses mouvements étonnamment stables malgré sa peur. Grâce à l'imagerie thermique, il pouvait voir plusieurs signatures de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Deux plus petites, clairement les jumelles, étaient à l'étage supérieur, tandis qu'une figure plus grande faisait les 100 pas dans ce qui semblait être le salon principal. « Regarde !» chuchota Sophie, pointant du doigt le flux thermique sur sa tablette. « Les filles, elles se sont séparées. » Alexandre étudia l'image. En effet, les deux petites signatures de chaleur étaient maintenant dans des pièces différentes, perturbant la symétrie que Jacques désirait si désespérément. « Elles nous aident, » réalisa-t-il. « Elles le rendent mal à l'aise intentionnellement. » La voix de Maria résonna dans leurs oreillettes. L'aile est à une entrée de service. Elle était utilisée par le personnel il y a des années. Avant, elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Ils savaient tous ce que Jacques avait fait au personnel de maison qui ne répondait pas à ses standards exigeants. En s'approchant de l'aile endommagée, ils purent voir pourquoi elle dérangerait quelqu'un obsédé par la perfection. L'architecture était nettement asymétrique, avec un côté partiellement effondré et mal condamné. Le besoin compulsif d'ordre de Jacques le tiendrait loin de cette section du bâtiment. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et d'inutilisation. Leurs lampes de poche révélèrent des toiles d'araignée et des meubles abandonnés drapés de draps. Le souffle de Sophie se coupa lorsqu'elle reconnut un tableau au mur, une de ses propres œuvres de l'époque de la galerie, maintenant fissurée et décolorée. « Les filles sont juste au-dessus de nous », murmura Alexandre, vérifiant l'imagerie thermique. « Mais Jacques, c'est entre nous et l'escalier principal. » Un bruit soudain venant de l'étage les fit tous se figer. À travers leurs oreillettes, ils pouvaient entendre la voix de Jacques, élevée par la frustration. « Pourquoi ne restez-vous pas ensemble? Vous êtes censés être parfaites. Vous êtes censés être identiques. » « Non !» La voix d'Emma, claire et défiante malgré son tremblement. « Nous ne sommes pas la même personne. »« Nous sommes sœurs, pas des copies !» ajouta Olivia depuis une pièce différente. Les mains de Sophie se serrèrent en poing, chaque instinct maternel lui criant de courir vers ses filles. Alexandre saisit son bras, la retenant alors que les pas de Jacques tonnaient au plafond. « C'est faux, tout est faux !» marmonnait Jacques. « La symétrie est brisée. Je dois la réparer, je dois arranger ça. Monsieur !» La voix de Michel résonna dans leurs oreillettes. Il devient de plus en plus agité. Ses mouvements sont de plus en plus erratiques. Il pouvait l'entendre maintenant, essayant de forcer une des filles à changer de pièce pour restaurer son motif parfait. Les jumelles résistaient activement, utilisant leur compréhension de son obsession contre lui, l'escalier de service, chuchota soudainement Maria. Derrière l'ancienne cuisine. Il mène directement à l'étage supérieur, mais il n'est sur aucun plan récent. Jacques ne le connaîtrait pas. Alexandre fit un signe à son équipe et ils se déplacèrent silencieusement à travers la cuisine abandonnée. L'escalier de service était étroit et raide, mais suffisamment solide pour supporter leur poids s'ils se déplaçaient avec précaution. À mi-chemin, ils entendirent Emma crier. « Pas de peur », réalisa Sophie avec une vague de fierté, mais de défi calculé. Elle créait une distraction. « Maintenant », ordonna doucement Alexandre. Ils passèrent à l'action avec une précision pratiquée. La moitié de l'équipe émergea à l'étage supérieur, tandis que d'autres encerclaient pour couvrir les sorties potentielles. Alexandre et Sophie se dirigèrent directement vers les signatures thermiques des jumelles, tandis que Maria coordonnait leurs mouvements depuis sa position de sécurité. Ils trouvèrent Olivia en premier, habilement cachée dans un conduit de linge qu'elle était assez petite pour accéder. Ses yeux s'illuminèrent en les voyant, mais elle maintint son silence, comprenant la nécessité de la discrétion. La résistance vocale continue d'Emma éloignait Jacques de leur position, son besoin obsessionnel de restaurer l'ordre, le rendant prévisible. Il pouvait l'entendre supplier maintenant, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, venez juste ensemble. Ça doit être parfait. Papa a besoin que ce soit parfait. » Sophie serra la main d'Olivia avant de la confier à un membre de l'équipe d'Alexandre. « Fais-la sortir, » chuchota-t-elle. « Nous allons chercher Emma. »
Ils trouvèrent Emma acculée dans un coin de la bibliothèque, tenant bon alors que Jacques s'avançait vers elle. Au moment où il tendit la main vers son bras, plusieurs choses se produisirent simultanément. L'équipe d'Alexandre fit irruption de 3 directions différentes, submergeant Jacques par leur présence. Sophie se précipita vers Emma, protégeant sa fille de son corps, et Jacques, voyant son plan parfait s'effondrer, finit par craquer. « Non !» hurla-t-il, son sang-froid se brisant complètement. « Vous ruinez tout, le motif parfait !» Il s'élança en avant, mais Alexandre fut plus rapide. Des années d'entraînement aux arts martiaux, combinés à l'instinct de protection, rendirent ses mouvements rapides et précis. Jacques fut maîtrisé sans qu'un seul coup ne soit porté, son propre élan utilisé contre lui, alors qu'il était soigneusement mais fermement immobilisé. Emma se jeta dans les bras de sa mère, tremblante mais indemne. « On s'est souvenu de ce que tu avais dit sur les motifs, maman, » chuchota-t-elle, « que parfois il faut les briser pour créer quelque chose de nouveau. » Sophie serra sa fille contre elle, des larmes coulant sur son visage. « Tu as été si courageuse, mon bébé, si courageuse. » À travers leurs oreillettes, ils pouvaient entendre la voix de Maria, épaisse d'émotion. « Olivia est en sécurité. L'équipe médicale l'examine maintenant. » Jacques, toujours immobilisé, était devenu silencieux, ses yeux vides alors que son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Le motif parfait qu'il avait essayé d'imposer à la réalité s'était brisé, le laissant face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie. Alors qu'il l'emmenait, Sophie ne ressentit ni triomphe ni vindication, seulement du soulagement et une profonde tristesse pour l'homme qui n'avait jamais appris que la vraie beauté réside souvent dans l'imperfection. Alexandre entoura Sophie et Emma de son bras, les guidant vers la sortie où Olivia attendait. « Rentrons à la maison », dit-il doucement. Dehors, la première lueur de l'aube se levait sur les montagnes. L'obscurité reculait, emportant avec elle les ombres qui avaient hanté Sophie et ses filles pendant si longtemps. Elles émergèrent du pavillon, non pas comme des victimes, mais comme des survivantes qui avaient transformé la peur en force et s'étaient libérées des motifs qui avaient tenté de les contenir. Le penthouse était baigné de lumière matinale. Lorsqu'ils revinrent enfin, la ville en contrebas s'éveillant à une nouvelle journée, inconsciente des événements de la nuit. Les jumelles, épuisées mais refusant d'être séparées, s'étaient endormies en se tenant la main à l'arrière de l'hélicoptère. Alexandre les avait toutes deux portées jusqu'à leur chambre, leurs petits visages paisibles dans leur sommeil malgré tout ce qu'elles avaient traversé. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte, les regardant, son corps oscillant légèrement de fatigue. Alexandre la stabilisa d'une main douce sur son épaule. « L'équipe de sécurité restera en place », l'assura-t-il doucement. « Personne ne s'approchera plus d'elle. » Elle hocha la tête, trop épuisée pour parler. Les événements de la nuit semblaient presque irréels maintenant. La recherche désespérée, la confrontation, la vue de Jacques emmené par les autorités, ses yeux vides et ses mots marmonnés sur les motifs brisés. Maria apparut avec un plateau de thé et un petit déjeuner léger. « Vous devez manger, mi amor », insista-t-elle. « Tous les deux. Les filles dormiront pendant des heures, mais vous avez besoin de force pour ce qui va suivre. »« Qu'est-ce qui va suivre ?» demanda Sophie, se laissant conduire à la cuisine. « Le père de Jacques. »« Est déjà en garde à vue ?» interrompit Alexandre, acceptant une tasse de thé. « Pendant que nous étions au pavillon, mon équipe exécutait la phase finale de notre plan, l'épreuve que Maria a rassemblée au fil des ans, combinées à ce que nous avons trouvé dans leur registre d'entreprise. Disons simplement que tout l'empire Cartier s'effondre. » Les mains de Sophie tremblèrent autour de sa tasse de thé. « Je n'ai jamais voulu. »« Tu n'as jamais voulu rien de tout cela, » termina doucement Alexandre. « Ils t'ont forcé la main. Tout ce qui se passe maintenant est le résultat de leurs propres actions qui les rattrapent enfin. » Jeanne apparut avec une tablette affichant plusieurs gros titres. « L'empire Cartier s'effondre. Des décennies de corruption exposées. Jacques. Cartier III en détention après une tentative d'enlèvement. La famille Cartier face à de multiples enquêtes fédérales. Des preuves de lanceurs d'alerte révèlent un schéma d'abus et de dissimulation. La presse se déchaîne, rapporta Jeanne. Mais ils ne savent rien des filles. Nous les avons complètement tenues à l'écart, concentrant l'histoire sur la corruption de l'entreprise et l'instabilité de Jacques III. Sophie ferma les yeux de soulagement. Ces filles seraient protégées du cirque médiatique qui allait sûrement suivre. « Il y a autre chose, »
dit Alexandre, échangeant un regard avec Jeanne. Les acheteurs du projet Roosevelt, ils organisent une campagne de remerciement. Pas seulement pour avoir exposé les problèmes de sécurité, mais pour le fonds de remboursement. Ils te qualifient d'héroïne, Sophie. Un petit bruit venant du couloir les fit tous se retourner. Les jumelles se tenaient là dans leurs vêtements, froissés, semblant d'une certaine manière plus âgées qu'il y a quelques jours. « Maman ?» demanda doucement Olivia. « On est en sécurité maintenant? Vraiment en sécurité ?» Sophie ouvrit ses bras et les deux filles coururent vers elle. « Oui, mes courageuses filles, nous sommes en sécurité. L'homme en colère ne peut plus nous faire de mal. »« On peut rester ici ?» demanda Emma, regardant entre sa mère et Alexandre. « Avec tonton Alex et Maria ?» La question resta en suspens, lourde de possibilités. Le cœur d'Alexandre s'emballa alors qu'il attendait la réponse de Sophie. Sophie le regarda vraiment, voyant non seulement l'homme d'affaires puissant qui l'avait aidé à faire tomber ses ennemis, mais aussi l'homme qui avait appris à ses filles à peindre, qui les avait portées au lit, qui avait tout risqué pour les garder en sécurité. « Cela dépend, » dit-elle doucement, « de si tonton Alex veut que nous restions. » Alexandre s'approcha, attiré dans le cercle familial, aussi naturellement que respiré. « Je pense, » dit-il prudemment, « que cet endroit s'est senti plus comme une maison ces dernières semaines que pendant toutes les années où j'y ai vécu. Et je pense que peut-être nous avons tous trouvé quelque chose que nous ne savions pas que nous cherchions. » Maria essuya des larmes de ses yeux, marmonnant quelque chose en espagnol à propos de l'amour et du destin. Jeanne se retira discrètement, un petit sourire sur son visage. « Les filles ont besoin de stabilité, » dit Sophie, son ton sérieux malgré l'espoir dans ses yeux. « Une chance d'être simplement des enfants, de guérir, de grandir sans peur. Et de quoi as-tu besoin ?» demanda doucement Alexandre. La réponse de Sophie fut interrompue par une agitation de l'équipe de sécurité. Michel fit irruption, le visage rouge d'excitation. « Monsieur, vous devez voir ça. Jacques Cartier II fait une déclaration publique. » Ils se rassemblèrent autour de la télévision, les jumelles toujours accrochées à leur mère. À l'écran, Jacques Cartier II paraissait, chaque année de son âge, son vernis habituel craqué pour révéler l'homme désespéré en dessous. « Et donc, avec effet immédiat, je démissionne de mon poste de PDG de Cartier Industrie. Notre conseil d'administration coopérera pleinement à toutes les enquêtes. À Sophie Mercier et à tous ceux qui ont souffert aux mains de notre famille, je ne peux qu'offrir mes plus profonds. » Sophie éteignit la télévision. « Je n'ai pas besoin de ces excuses, » dit-elle fermement. « J'ai juste besoin de ceci. » Elle serra ses filles plus près, levant les yeux vers Alexandre avec un regard clair. « J'ai besoin de ma famille. » Le mot flotta dans l'air entre eux, plein de promesses et de possibilités. Alexandre tendit la main, complétant le cercle, alors que le soleil du matin les baignait tous d'or. Dehors, la ville bourdonnait du plus grand scandale qu'elle ait connu depuis des décennies. À l'intérieur, dans le calme du penthouse, quelque chose de bien plus important prenait forme. Une famille forgée dans l'adversité, choisissant de construire quelque chose de nouveau à partir des motifs brisés du passé.